Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Alex Cranor, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. On peut également ajouter qu'il est l'animateur du podcast Alex Cranor Podcast, et je laisserai un lien dans la description. J'ai vu que vous venez de publier une nouvelle vidéo. Merci d'être avec nous. Nous continuons d'assister à cette guerre incontrôlée qui se déroule en Iran. Elle semble devenir totalement hors de contrôle. Il n'y a aucun effort de désescalade ni de recherche d'une issue. Je me demandais, quelles sont, selon vous, les conséquences économiques de cette guerre à l'échelle mondiale? Vous savez, ça peut être des choses mineures. Par exemple, s'il y a moins de pétrole, moins de bateaux de pêche sortent. Les prix des denrées alimentaires augmentent. Les gens ne peuvent plus payer leurs factures. Et cela provoque une instabilité socio-économique. Ce qui est fascinant ici, c'est que le monde entier est touché par cette guerre. Alors à quoi vous attendez-vous en ce qui concerne l'impact sur l'économie mondiale intégrée du fait que toute cette énergie est retirée du marché? Glenn, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Malheureusement, nous voilà en train de discuter de développements plutôt inquiétants dans le monde. Je dirais qu'il est impossible de prévoir les répercussions de la guerre actuelle en Asie occidentale. La raison, c'est que nous venons de subir une perturbation absolument massive, non seulement sur le marché du pétrole, mais aussi sur ceux du gaz naturel. Cela, à son tour, affecte de nombreuses autres industries, car le gaz naturel est la principale matière première pour la production d'engrais, notamment les engrais azotés. Donc si un tiers de cette matière première est bloqué dans le Golfe et que la moitié des méthaniers GNL y sont immobilisés, nous pourrions avoir de sérieux problèmes. Je pense que les répercussions ne se produiront pas du jour au lendemain. Il va y avoir beaucoup de discussions. Oh, ceci va arriver, cela va arriver. Mais nous partons déjà d'une très mauvaise situation, car de nombreux pays occidentaux détruisent leur production agricole depuis des années, à cause des politiques de neutralité carbone et d'autres mesures du genre. On peut déjà constater que la baisse de la production alimentaire en Occident devient perceptible. Je vis en France et je fais partie de ceux qui aiment acheter des ingrédients frais et cuisiner à la maison, donc j'ai tendance à être assez exigeant sur ce que j'achète. Et la France a toujours eu, parmi tous les pays où j'ai vécu, le meilleur système de commercialisation et de distribution alimentaire. Vous avez toujours eu une très grande variété de produits de haute qualité disponibles en permanence. C'était presque considéré comme acquis. Mais même avant le début de cette guerre, j'ai commencé à remarquer, enfin cela a probablement commencé pendant la pandémie, que la variété comme la qualité des produits proposés sur le marché était en déclin. Et je parle d'un déclin drastique. Cette année, au cours des 6 à 12 derniers mois, pour la première fois, de nombreux supermarchés affichent des panneaux indiquant, par exemple, « Nous n'avons plus d'œufs ». Le rayon viande est visiblement réduit. Je pense qu'il y a moins de la moitié de ce qui était disponible auparavant, et il y a beaucoup moins de morceaux. En même temps, les aliments transformés ne semblent pas être touchés. Tu sais, la malbouffe et les produits de mauvaise qualité. Et maintenant, il faut ajouter la plus grande perturbation jamais survenue sur les marchés du pétrole et du gaz naturel. Nous ne pouvons pas dire comment cela va évoluer, car c'est une situation qui va s'amplifier d'elle-même. Nous savons de manière rationnelle que quelque chose ne va pas et que cela aura des conséquences. Mais prévoir quelles seront ces conséquences est presque impossible. J'étais autrefois analyste du marché pétrolier
Et je me souviens qu'en 2012, j'ai lu des rapports rédigés par les services de renseignement militaire américains, les services de renseignement militaire britanniques, en fait le ministère de la Défense, ainsi que par le ministère allemand de la Défense. Tous prévoyaient que nous allions entrer dans une période de pénurie de pétrole et que cela aurait des conséquences extrêmes. Le ministère britannique de la Défense prédisait qu'en 2040, le prix du baril atteindrait $500. Je sais que cela peut sembler exagéré, mais encore en 2022, un rapport d'analyse de JP Morgan indiquait que le prix pourrait atteindre $380 le baril. Aujourd'hui, nous négocions à un peu plus de $100 le baril. Et la guerre dure depuis, un peu plus de 2 semaines. Ce genre de hausse spectaculaire des prix ne se produit jamais du jour au lendemain. Nous avons eu un choc, car il y a 2 ou 3 mois, le baril de pétrole se négociait autour de $60. Donc nous sommes maintenant So we are now 67-70%. 67-70% de plus qu'il y a 2 mois. Mais cela pourrait bien être que le premier choc. Les hausses de prix à grande échelle ont tendance à s'étendre sur des mois, voire des années. Donc on ne peut pas exclure la possibilité que le prix du baril atteigne réellement $380 ou $500 le baril, ou qui sait jusqu'où. Exactement. Really does go to 380 or to $500 a barrel, or who knows where. And what the consequences of that will be. Et quelles en seront les conséquences? Je pense qu'il est impossible de le prévoir. Vous savez, nous parlons des prix de l'or depuis de très nombreuses années, et les prix de l'or n'avaient plus ou moins rien fait jusqu'en 2023. Jusqu'à cette date, ils stagnaient entre $1,600 et $2,000, oscillant simplement dans une fourchette horizontale. Mais ensuite, we're scaling through tires repaste passe nettement au-dessus de $2,000 l'once. Kind of languishing between 1,600 and 2,000, bouncing in a horizontal range. But then once they went above, once the price went decisively above $2,000 an ounce, then it kept going. Puis cela a continué. Au cours des 2 années suivantes, donc entre la fin de 2023 et aujourd'hui, nous avons vu l'or atteindre $5,000 l'once. Et il est impossible de dire jusqu'où cela ira. Il pourrait monter à 10 000, voire $20,000. Personne ne peut prédire ce genre de choses. Gold at $5,000 an ounce, and there's no telling where it might go. It might go to 10,000 or 20,000. Nobody can predict these things. And then another troubling factor is that Et puis, un autre facteur préoccupant, c'est qu'au fil des décennies, nous avons supprimé la redondance du système. Dans le sens où, disons, de grandes exploitations agricoles produisent d'énormes quantités de maïs, de blé, de soja, ces cultures stratégiques, mais qu'en même temps, on continue de désavantager les petits exploitants en les détruisant peu à peu. Une fois que ces grandes entreprises qui produisent la nourriture en masse commencent à faire faillite parce qu'elles ne peuvent plus payer le pétrole, le gaz, les engrais, et ainsi de suite, nous n'avons plus de fermes familiales sur lesquelles nous reposer. Parce que vous savez, autrefois, si toutes ces montagnes de maïs et de blé ne se matérialisaient pas, il y avait encore des fermes familiales qui produisaient de la nourriture. Ce sera coûteux, mais au moins c'est là. Nous avons détruit cela dans une large mesure. Donc je pense que nous sommes dans une situation très grave, car ça ne peut pas revenir du jour au lendemain. Vous savez, il faut du temps, des compétences, du savoir-faire, de l'engagement et de la détermination. Et une fois que vous l'avez déracinée, il faudra des années pour que la petite agriculture revienne, si tant est qu'on la laisse revenir. Car la bureaucratie continue de détruire l'agriculture familiale. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de marche arrière.
Personne ne dit « Oh, c'était une mauvaise idée, renversons rapidement ces politiques ». Tous les incitatifs et directives venus de l'ULUPOM, des gouvernements centraux vers leur bureaucratie, sont toujours là. Les incitatifs sont toujours là. Donc le grand désastre continue de se produire. J'ai peur que nous nous dirigions vers une situation pour laquelle personne n'est préparé, car cela ne s'est peut-être pas produit depuis la dernière guerre mondiale. Et les personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale se souviennent de la famine. Nous pourrions donc entrer dans une période de famine. Malheureusement, nos décideurs et nos gouvernements ne prennent pas cela au sérieux. Je ne sais même pas s'ils en parlent. Je ne vois ce sujet abordé nulle part. C'est une question urgente. Mais ils restent obsédés par la Russie, l'Ukraine, les politiques de neutralité carbone, et ainsi de suite. Donc malheureusement, je crains que les gens ordinaires ne doivent prendre les choses en main, voir s'ils peuvent cultiver leur propre nourriture, planter des pommes de terre, des poireaux, des tomates, et faire des réserves de produits non périssables. Stock up on non-perishable items. Eh bien, cela faisait partie du problème au cours des dernières années avec la guerre en Ukraine à elle seule. Ces restrictions sur les engrais artificiels et toutes ces choses à cause des sanctions. Cela, bien sûr, ne fera qu'aggraver la situation. Mais il semble qu'il y ait un défi bien plus vaste. Au cours des dernières décennies, sous ce modèle économique néolibéral, nous avons en quelque sorte laissé le marché tout dicter, externalisant ce que d'autres pouvaient produire plus efficacement, en partant du principe que les marchés resteraient toujours ouverts. Nous avons également vu les États-Unis externaliser le développement de médicaments essentiels vers la Chine. Les minéraux critiques, bien sûr, dépendent de la Chine. Et encore une fois, non seulement les nations, mais aussi les entreprises s'organisent autour de cette logistique juste à temps, de sorte qu'il n'y a pas besoin de stockage. Nous avons également constaté que de plus en plus de personnes dépendent d'un salaire à l'autre. C'est un phénomène qui touche toute la société. On a l'impression que nous ne sommes plus capables d'absorber un choc, contrairement à la période de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, il existait au moins une certaine autonomie stratégique et une capacité à faire face à ce genre de crise. Même dans le domaine militaire, je remarque que les Iraniens ont détruit de nombreux radars américains valant des centaines de millions de dollars. Je crois qu'il s'agit des radars TPI-2. Et si l'on veut reconstruire tout cela, ainsi que les intercepteurs et tous ces stocks d'armes que les États-Unis ont épuisés, il faut avoir accès à des matériaux comme le gallium et d'autres terres rares, que justement la Chine contrôle, environ 98% du total, si je ne me trompe pas. C'est donc une catastrophe totale. Il n'est pas clair ce que nous allons faire. Nous n'allons pas rétablir la paix, ni restaurer la confiance dans les chaînes d'approvisionnement. Et pourtant, si nous voulons une autonomie stratégique complète, il nous faudra de nombreuses années, voire des décennies, pour réorganiser toute l'économie. Mais nous semblons nous diriger droit vers des conflits et des guerres massifs, en démantelant les chaînes d'approvisionnement sans aucune capacité à absorber ces chocs. Je veux dire, comment, encore une fois, si nous pouvions prévoir ce qui va se passer, ce serait une chose. Mais je pense qu'il y a trop de variables inconnues. C'est pourquoi il est si difficile d'évaluer la situation. Oui, c'est exact. J'ai bien peur qu'il existe un conflit très important entre les établissements dirigeants du monde occidental et le peuple. Malheureusement, c'est l'un de ces phénomènes qui se répètent tout au long de l'histoire. Les personnes qui détiennent les leviers du pouvoir, qui profitent de tous les privilèges du système tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne veulent pas le changer. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le prêt d'argent, l'usure et cette monnaie frauduleuse que nous avons,
Ce mécanisme agit au fil du temps comme un tapis roulant d'extraction de richesses. Il crée une polarisation des richesses, ce qui signifie que les personnes au levier du pouvoir deviennent de plus en plus riches. Une quantité toujours croissante de capital, de garanties, se trouve entre leurs mains, tandis que les gens ordinaires sont de plus en plus privés de leurs droits, pauvres, peinant à payer leurs factures, ayant du mal à gagner leur vie, vivant de chèque de paie en chèque de paie, et ainsi de suite. Ainsi, le premier réflexe de l'establishment au pouvoir a toujours été de se débarrasser du peuple. Il le faisait généralement en criant « des barbares aux portes ». S'il n'y avait pas de barbares aux portes, ils les inventaient. Ils orchestraient des guerres, puis sacrifiaient, en particulier les hommes en âge de combattre, en très grand nombre dans ces guerres, car les hommes en âge de combattre représentent précisément la plus grande menace pour eux. Eh bien, je pense que la guerre contre la Russie visait à servir cet objectif, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Et les gens ne sont pas convaincus. Les gens en France, en Allemagne, en Pologne, en Grande-Bretagne, aucun d'eux ne pense que la Russie représente la plus grande menace existentielle. Donc aucun d'eux n'est prêt à envoyer ses fils se battre et mourir dans cette guerre. Je pense que d'autres approches sont utilisées, et cela relève du domaine des théories du complot, où, vous savez, on nous dit qu'il n'y a pas de complot, que tout n'est qu'une coïncidence. Mais il semble qu'une grande partie de ce qu'ils font maintenant servent de plan B, de plan C, et ainsi de suite, pour continuer à se débarrasser des gens. Et vous savez, au Canada, on voit maintenant que l'un de leurs principaux traitements médicaux s'appelle « aide médicale à mourir ». Et ils sont tellement enthousiastes à ce sujet que depuis l'adoption de la loi, ils ont déjà tué 100 000 personnes. Pour une population de la taille du Canada, c'est très significatif. Je pense que c'est désormais devenu la troisième cause de mortalité au Canada. Eh bien, cela est en train d'être adopté en France et les pays européens l'adoptent avec enthousiasme. C'est l'un de ces sujets où, si vous prononcez le mauvais mot, vous ne pouvez même plus vous rétracter. Si vous dites aujourd'hui, eh bien, peut-être que j'y réfléchirai, c'est déjà trop tard. Il ne vous laisse aucune échappatoire. Vous devez vous battre pour sauver votre vie. Ensuite, nos ressources deviennent de plus en plus toxiques, ce qui est souvent étrange car c'est un peu comme « Ah oui, désolé, il y a un peu de plomb dans l'eau ». C'était une erreur. Oh, nous avons tous ces agents cancérigènes dans notre dentifrice. Eh bien, c'est évidemment une erreur. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs, toutes allant dans la même direction. Ainsi, les taux de maladies chroniques, les taux de cancer et ainsi de suite explosent. Et je me demande si ce n'est pas intentionnel. En fait, il est presque certain que c'est intentionnel, car nous disposons de données très détaillées provenant, disons, de l'industrie des vaccins, où les statistiques issues de systèmes comme le VAERS aux États-Unis montrent qu'au cours des 30 dernières années, la sécurité de ces injections a diminué et que les effets secondaires sont de plus en plus graves. Et de moins en moins de personnes se remettent de ces effets secondaires. Et vous savez, c'est une tendance qui dure depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, si vous avez cette industrie à 1000 milliards de dollars, avec toute la recherche que l'argent peut acheter, tous ces spécialistes, toutes ces installations de production, et que la tendance en matière de sécurité décline régulièrement depuis 30 ans, il faut soupçonner que c'est délibéré. Sinon, quelqu'un dirait « Oh, vous savez, nous avons fait ces erreurs, nous allons les corriger. » Avec tout le savoir-faire, toute la recherche, tout l'investissement, nous devrions constater une amélioration de la sécurité et de l'efficacité, mais c'est l'inverse que nous observons.
anyhow, De toute façon, tu sais, ce que je dis depuis la pandémie, c'est que nous menons 1000 batailles en ce moment. Et ce n'est pas seulement ça. Ce sont les MNBC, les identités numériques, les villes de 15 minutes, l'agenda zéro émission nette, l'attaque contre les agriculteurs, la destruction de la production alimentaire, la lente intoxication de l'environnement. Des guerres éclatent partout, de plus en plus nombreuses, presque comme si c'était fait délibérément. Donc, au final, je pense que nous ne résoudrons pas le problème. Je ne vois pas comment nous pourrions nous en sortir par les urnes. Je pense qu'il va falloir que les gens prennent simplement les choses en main, qu'ils s'assurent de savoir comment s'occuper de leur famille et de leur santé, qu'ils sachent comment se procurer de la nourriture, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins, qu'ils tissent un réseau dans leur communauté, qu'ils sachent, vous savez, qui peut réparer leur voiture, qui peut réparer un toit qui fuit, qui sait soigner des blessures et remettre des os cassés, et ainsi de suite. Et au final, vous savez, quand les MNBC seront déployés, et cela va presque à coup sûr être une catastrophe, je pense qu'elles échoueront, car c'est un problème extrêmement ambitieux et complexe qu'ils essayent de résoudre. Nous ne survivrons pas sans les marchés gris et noirs. Les gens sont généralement très doués pour les créer, car ils ont simplement des besoins urgents. Il faut manger, il faut de l'eau, il faut un toit au-dessus de sa tête. Et ensuite, ces marchés noirs s'auto-organisent. Mais cela signifie que l'establishment politique perd le contrôle. Et puis, vous savez, je pense qu'en fin de compte, la solution sera que le monde occidental s'intègre aux solutions orientales. L'OCS, l'organisation des BRICS, la ceinture agroute, les intégrations multipolaires, et ainsi de suite. Belt and Road, multipolar integrations and so forth. And maybe this war in Iran now is a great catalyst. Et peut-être que cette guerre en Iran est maintenant un grand catalyseur, non? Un élément qui va accélérer tous ces changements. Mais une chose que tout le monde doit garder à l'esprit, c'est que nous n'obtiendrons pas de solution de la part de nos gouvernements. C'est simplement la réalité d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos gouvernements agissent pour nous, et nous ne devrions pas nous y attendre, même si nous chassons les gouvernements actuels du pouvoir pour les remplacer par de nouveaux. Regardez simplement comment les choses se passent aux États-Unis. Élire Trump à la présidence a été pratiquement une révolution. Et maintenant, il semble que la révolution de Trump soit très compromise, en grande partie à cause de son propre faux pas en Iran. Oui. Eh bien, beaucoup des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous avions autrefois des solutions différentes pour eux. C'est pas une prise de position, mais dans le passé, la colonisation servait en quelque sorte de soupape de sécurité pour relâcher la pression. C'est-à-dire que la pression économique pouvait être relâchée par la colonisation. La dissidence politique pouvait être envoyée à l'étranger. Vous savez, en ouvrant et en envoyant ces gens à l'étranger, cela permettait de libérer une partie de ce sentiment, ce sens du but, ce nationalisme accumulé, ce prestige. Tout cela pouvait être canalisé vers l'extérieur. Mais les mêmes dynamiques, les mêmes problèmes se reforment aujourd'hui et nous n'avons plus vraiment cet échappatoire. Mais oui, c'est un bon point à propos de Trump, car il était perçu comme le révolutionnaire, bien qu'il ne faisait clairement pas partie de l'establishment. Il aurait fait quelque chose de très différent. Le fait que toute la classe politique et tous les médias se soient acharnés contre lui était en quelque sorte porté comme un insigne d'honneur, pour montrer que, eh bien, il ne me possède pas. Et les gens, vous savez, ils ne votaient pas avant à cause de cela. Ils ont voté à cause de cela. C'était important. Mais oui, voilà. Je ne suis même pas sûr de savoir comment expliquer ce qui est arrivé à Trump, parce que, vous savez, on peut dire que oui,
les États-Unis sont en grande partie contrôlés ou influencés par la politique étrangère israélienne. Mais cela ne peut pas être la seule raison. Je ne doute pas de cette influence, mais il faut aussi regarder les menaces contre le Panama, l'enlèvement du président du Venezuela et maintenant la guerre contre l'Iran. Bien sûr, cela peut s'expliquer, mais il dit déjà que Cuba est la prochaine sur la liste. Il pourrait s'en prendre au Nicaragua. Il a déjà attaqué Cuba. Pourquoi ne pas menacer le Canada? Et c'est juste, il a aussi menacé la Colombie et le Groenland, bien sûr. Je veux dire, c'est assez impressionnant, vraiment. Il serait plus rapide de dresser la liste des pays qu'il n'a pas menacés. Non, je sais, c'est pour ça qu'il est difficile de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il était le président de la paix. C'est sur cela qu'il faisait campagne. Et il se vantait, lors de sa première administration, de ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Tout cela. Donc je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé à Trump. Quand il dit, vous savez, nous voulons la paix, mais la paix par la force, eh bien, c'est un peu le modèle de l'OTAN. Cela signifie, en gros, une paix hégémonique. Nous serons si puissants que personne ne pourra nous défier. Nous avions une paix hégémonique. C'est pour cela que les gens ont voté pour Trump, parce qu'ils pensaient que tout cela épuisait les États-Unis, que cela créait un équilibre collectif. Mais nous voilà revenus à la même situation. Cela dit, cette liste de pays qu'il veut envahir, le Venezuela par exemple, il a dit « Oh, nous avons leur pétrole ». En Iran, tu sais, Lindsey Graham a fait remarquer « Oh, nous allons gagner énormément d'argent si nous pouvons contrôler leur pétrole ». Le Groenland possède toutes ces ressources. Sommes-nous en train d'assister au début d'une sorte de guerre de l'énergie? Parce que s'il y a une compétition pour le contrôle des ressources internationales, on pourrait dire « Oui, c'est juste les États-Unis qui jouent à ce jeu pour l'instant ». Mais s'ils essaient essentiellement de monopoliser le marché par la force militaire, d'autres pays devront réagir d'une manière ou d'une autre. Oui, mais je pense que c'est bien plus complexe que cela ne l'a été au cours du siècle dernier. Parce que, disons, la ruée vers le Moyen-Orient a commencé, disons, il y a environ 120 ans. Donc c'était en 1902 ou 1903, lorsque les Britanniques, ils ont compris qu'ils avaient besoin de pétrole, que le Moyen-Orient en regorgeait, et qu'ils avaient déjà commencé à coloniser la région pour en garantir l'accès. Cela a été presque une constante dans la politique étrangère des puissances occidentales. Mais vous savez, aujourd'hui, nous vivons un processus de transformation énergétique fondé sur les progrès de l'énergie nucléaire, de la production d'électricité, de la technologie des batteries, et ainsi de suite. Ce mouvement vient en grande partie de la Chine, mais d'autres pays y participent également. Donc, en ce moment, lorsque vous disposez d'une technologie de batterie capable de recharger la batterie d'une voiture, 5 ou 10 minutes, et il peut parcourir 3000 km avec une seule charge. C'est un changement radical qui bouleverse l'industrie automobile. Et puis, en ce qui concerne le besoin de pétrole lourd pour les navires, les moteurs diesel et les générateurs, eh bien, vous savez, le Moyen-Orient n'est plus le seul acteur en jeu. C'est peut-être pour cela que Trump tenait à contrôler l'approvisionnement en pétrole du Venezuela. Et peut-être aussi pourquoi il s'intéresse à sécuriser les ressources canadiennes. Mais, vous savez, la Russie dispose d'immenses réserves d'énergie et de pétrole. C'est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Et il est totalement irréaliste de penser que Trump puisse contrôler la Russie. Et clairement, ils perdent leur emprise sur le Moyen-Orient. Je pense qu'il est devenu, eh bien, disons qu'il est presque évident que s'il avait appuyé sur la gâchette d'une guerre contre l'Iran, les États-Unis auraient fini par être expulsés de la région.
Et c'est probablement ce qui va se produire maintenant. Je ne vois pas comment ils peuvent l'éviter. Même Trump, au cours des dernières 24 ou 48 heures, a déclaré « Eh bien, nous n'avons même pas vraiment besoin d'être là, car il est très clair qu'il s'agit d'une guerre impossible à gagner. Et plus elle dure, plus elle joue en faveur de la Russie, de la Chine et de l'Iran, et moins elle joue en faveur des puissances occidentales qui deviennent de plus en plus faibles. » Donc je pense qu'au final, nous revenons à, eh bien, tu sais, je l'avais un peu prédit auparavant, soit nous allons assister à la chute de l'Empire occidental, soit l'Occident va se refermer sur lui-même en un bloc comme l'ancien bloc soviétique, et nous aurons un nouveau rideau de fer. Ensuite, ils essaieront de se regrouper et de se réorganiser pour la prochaine grande aventure des guerres impériales et du colonialisme. Mais tu sais, seuls les établissements politiques au pouvoir en Occident veulent cela. Le peuple n'en veut pas. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement au passé, les gens sont plus conscients que jamais que leurs établissements politiques sont essentiellement des classes Epstein. Et la manière dont nous allons conquérir un avenir meilleur et une véritable émancipation, c'est en changeant nos institutions politiques, plutôt qu'en acceptant aveuglément les programmes qu'elles nous imposent. Et étant donné qu'elles ne contrôlent plus les récits comme autrefois, je pense que les gens ont désormais une réelle chance de l'emporter et que nous assisterons à une transformation complète de l'ordre mondial. Je pense que c'est la discontinuité dont nous parlons depuis un certain temps, l'effondrement de 5 siècles d'un ordre mondial centré sur l'Occident. Et maintenant, tout s'effondre. La dimension énergétique jouera un rôle, mais peut-être pas de la même manière qu'au XXe siècle, car le pétrole n'est plus le seul acteur en jeu. En matière de technologie avancée, nous avons beaucoup de retard à rattraper, car la Chine montre la voie. Dans le domaine de la technologie nucléaire, la Chine et la Russie sont en tête. Les États-Unis disposent de technologies nucléaires avancées qui pourraient les aider à combler leur retard, mais ils restent encore loin derrière, et ces technologies sont trop coûteuses. Les centrales nucléaires américaines produisent une énergie 5 fois plus chère que celle que les Chinois peuvent construire. Donc nous avons vraiment beaucoup de retard. Mais vous savez, si nous intégrons, si nous disons « d'accord, nous devons renoncer au colonialisme, nous devons renoncer à l'impérialisme », eh bien alors, vous savez, nous pouvons commercer comme des partenaires de bonne foi, de manière constructive. Et ensuite, vous savez, nous pouvons leur vendre ce que nous avons, les choses que nous faisons bien, et leur acheter ce que nous n'avons pas, ce dont nous avons besoin. De cette façon, peut-être que le rêve de paix et de prospérité devient réaliste, et non une utopie. Parce qu'il faut aussi comprendre que les guerres, la misère avec lesquelles nous avons dû vivre si longtemps sont le résultat de notre système monétaire et de nos systèmes politiques en Occident, principalement en Occident. L'Occident a été le moteur des guerres dans le monde. Et donc, une fois que ce système sera révisé et réorganisé, eh bien, le besoin de faire la guerre disparaîtra. Ce ne sera plus nécessaire. Je suis donc très optimiste à cet égard. Et peut-être que parfois, dans l'histoire, des choses vraiment très mauvaises se produisent. Mais tu sais, elles ouvrent la voie à des choses vraiment très bonnes. Nous devons donc être, comment dire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants et nous assurer de ne pas être endormis, hypnotisés par nos dirigeants politiques. Oui, oui. Une grande partie de cela concerne l'adaptation des États-Unis à un modèle différent de celui qu'ils avaient auparavant. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient l'usine du monde. Ils étaient le créancier du monde.
Ils dominaient dans le domaine technologique, ils contrôlaient les corridors maritimes mondiaux, ils contrôlaient les ressources naturelles en s'alliant avec les États arabes, ils contrôlaient les principales banques de développement. Ils disposaient de la seule monnaie de réserve. En somme, sur l'ensemble des leviers économiques du pouvoir, les États-Unis étaient dominants. Et c'est ainsi que l'hégémonie a pu s'établir sur le principe d'un hégémon libéral. Un peu comme les Américains critiquaient les Britanniques au début du XIXe siècle. Ils appelaient cela un empire du libre-échange, car si les Britanniques étaient plus compétitifs, il leur suffisait de promouvoir le libre-échange. No one would be able to compete with the British. But now that this is gone, essentially the Americans. Mais maintenant que cela a disparu, les Américains ne peuvent plus vraiment rivaliser avec les Chinois. Ils ne sont plus l'usine du monde. Ils ne peuvent plus produire autant. Ils sont désormais les débiteurs du monde. Et pas seulement vis-à-vis de la Chine. On le voit par exemple à travers les BRICS et d'autres formats multipolaires. Un nouveau monde est en train de se construire. Un monde qui ne s'organise plus autour des États-Unis. Avoir tout ouvert et libéral n'est plus la recette du leadership américain, comme cela devait l'être après les années 90. Mais j'ai entendu certains Américains parler de la manière dont ils devraient réorganiser le monde, et cela m'a un peu rappelé ce que vous disiez, que nous devons défendre la civilisation occidentale, ce qui signifie que l'Occident devrait en somme se refermer un peu sur lui-même. Mais cela signifierait que l'Europe devienne une zone économique exclusive pour les États-Unis, ce qui aurait pu fonctionner après la Seconde Guerre mondiale. Mais pour un empire en déclin, c'est très différent. Les États-Unis seraient plus pauvres et politiquement subordonnés s'ils ne parvenaient pas à se diversifier et à commercer correctement avec d'autres grandes puissances comme la Chine et la Russie. Alors, comment maintenir un tel système en place? Si l'on le compare au système soviétique, cela semble assez juste. Soit il faut un modèle autoritaire, soit il faut diaboliser le monde extérieur, dire qu'il est immoral de commercer avec les Chinois ou les Russes. Mais de toute façon, ce n'est pas un modèle de prospérité. Ce n'est pas un modèle de liberté. Donc je me demande simplement, comment voyez-vous l'Europe? Dans quelle mesure cela est-il durable? Parce qu'au bout d'un moment, les élites politiques qui prônent ce genre d'isolationnisme économique et de subordination politique à, vous savez, ce que Ruth appelle papa, ne semblent pas bénéficier d'un grand soutien populaire. Donc au bout d'un moment, ces gouvernements ne finiraient-ils pas par être balayés? Et je veux dire, en Europe, nous venons de célébrer notre libération de la dépendance à l'énergie russe. Et, en quelque sorte, nous nous sommes libérés de nos industries. Mais maintenant, nous voyons ce nouveau choc au Moyen-Orient. Je comprends pourquoi les Américains voudraient se réserver des zones d'influence exclusives, étant donné qu'ils ne peuvent pas vraiment rivaliser avec la Chine et les BRICS. Mais à quoi ressemblerait l'Europe dans ce schéma? Eh bien, je pense que le système européen est complètement insoutenable et que nous risquons vraiment de tomber dans une sorte de configuration autarcique de type soviétique. Si vous êtes incapable de concurrencer sur les marchés mondiaux et que vous ne pouvez pas, disons, détruire les régions et les nations qui vous surpassent, alors vous érigez un rideau de fer et vous construisez une sorte de toile d'araignée derrière celui-ci. Tout devient très austère. Vous imposez l'austérité, vous imposez un système de gouvernance très rigide à la population. Et ça se rattache à toutes ces choses comme les villes de 15 minutes qu'ils ont prévues pour nous. Mais, vous savez, ici nous parlons d'une très petite élite politique, ou, vous savez, soi-disant élite, qui essaie d'exercer un contrôle sur des centaines de millions de personnes.
Cela n'a jamais fonctionné. Cela n'a jamais fonctionné par le passé. Cela peut se maintenir pendant un certain temps. Vous savez, l'Union soviétique était un tel système, et elle s'est maintenue pendant environ 3 générations, mais elle a tout de même fini par se désintégrer. Elle s'est tout de même effondrée. Donc, cela ne fonctionnera pas de toute façon, et je soupçonne qu'en Occident, cela ne durera pas aussi longtemps que l'Union soviétique. Cela finira donc par s'effondrer de toute manière, mais quelque chose devra inévitablement prendre sa place. But something will inevitably have to take its place. And I think that will largely depend on the people. Et je pense que cela dépendra largement des gens. Vous savez, ça dépendra d'un éveil politique et du fait que les citoyens s'affirment dans le processus politique, en rejetant la guerre, en rejetant un système démocratique sans responsabilité, où l'on peut voter pour les candidats A, B ou C, mais où les trois sont liés par des fils invisibles à une oligarchie dont il est même interdit de parler. Donc je pense que tout cela doit changer. Et je pense qu'en Europe, en particulier, cette transition pourrait s'avérer très très douloureuse. Et j'espère que cela n'impliquera pas de révolution ni de guerre civile. Mais c'est possible, car les personnes actuellement au pouvoir ne renonceront pas volontairement à leur autorité. Je pense donc que la situation sera très très complexe en Europe. L'histoire peut être en partie instructive à cet égard, mais pas entièrement. Nous ne devrions pas craindre la Révolution française, car à l'époque, il n'existait pas d'autres sources, ni d'autres centres de pouvoir, exerçant une influence comparable à celle d'aujourd'hui. Par exemple, la Russie et la Chine montrent, d'une certaine manière, la voie vers un autre modèle de gouvernance. Et cela aura une influence significative en Europe. Et ce ne sont pas de faux modèles, dans le sens où, vous savez, la révolution communiste soviétique était un système factice, car elle n'est pas née d'un mouvement populaire russe cherchant à réformer son propre système. Elle a été importée de l'Occident, et c'était une sorte de révolution de couleur qui s'est produite. Ensuite, on a eu essentiellement un gouvernement que l'on pourrait, d'une certaine manière, comparer à celui de Volodymyr Zelensky en Ukraine. La même chose, il a été installé de l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas aussi vulnérables à ce genre de choses, surtout puisque le récit n'est plus sous contrôle. Eh bien, je pense que le début se fera, disons, les débuts se feront par le processus démocratique, vous savez, parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron sera évincé, Friedrich Merz sera évincé, peut-être que l'AfD prendra le pouvoir. Nous entendons déjà des voix de politiciens européens dire qu'il faut rétablir de bonnes connexions, de bonnes relations avec la Russie. Il y a un an, on ne pouvait même pas dire cela. Eh bien, hier, ou peut-être même aujourd'hui, nous avons vu le Premier ministre belge dire qu'il faut réparer nos relations avec la Russie. Les Américains lèvent les sanctions contre la Russie en raison des conditions du marché. Je pense que les voix disant qu'il faut réparer nos relations avec la Russie vont devenir de plus en plus fortes. Nous verrons maintenant comment l'autre camp réagit. S'ils répondent par une répression brutale, alors nous nous dirigeons vers une guerre civile ou une révolution. Mais s'ils sont contraints de céder, alors peut-être aurons-nous une transition progressive, où l'Europe sera amenée à ouvrir ses marchés, non seulement à l'énergie russe, mais aussi peu à peu aux BRICS, vers des marchés multipolaires. L'intégration et la nouvelle route de la soie nécessiteront des investissements qui pourraient venir de la Chine et de l'Est. Je pense donc qu'il y a dans un avenir proche de meilleures chances d'avoir une transition plus ordonnée que celle que nous avons connue par le passé. Mais en gros, tu sais,
c'est vraiment difficile de répondre à ces questions, parce que même le simple fait d'en discuter est déjà un pas dans la bonne direction. Tu vois, dans le sens où nous sommes désormais conscients que le système actuel est insoutenable, que des changements très radicaux arrivent et que nous devons rester vigilants et engagés si nous voulons en tirer des résultats positifs. Et nous devons rejeter ces récits simplistes qui nous disent que nous sommes les gentils, qu'eux sont les méchants, qu'il faut se battre, ne jamais abandonner, ne jamais lever les sanctions, qu'il faut simplement gagner, sans compromis. Je pense que ces arguments vont perdre de leur emprise. Donc j'espère sincèrement que les choses évolueront positivement, mais je pense qu'il y aura sans aucun doute une période difficile au cours des 1, 2 ou 3 prochaines années. I think there's going to be a rough period for sure in the next probably 1 or 2 or 3 years. Well, you do see that the leadership of On peut voir que la direction du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des pays scandinaves, des États baltes et de la Pologne semble ne pas se soucier beaucoup de la façon dont le monde change autour d'eux. Ils camperont sur leur position et insisteront sur le fait qu'il ne peut y avoir aucun compromis. Donc, en somme, ce que vous avez décrit. Mais oui, c'est notre dernière question. Je me demandais comment vous voyez cela amener les Européens, non seulement dans la guerre contre l'Iran, mais peut-être aussi dans quelque chose de plus direct avec la Russie. Vous avez probablement vu dans les médias britanniques les informations selon lesquelles les Russes auraient probablement poussé l'Iran à riposter contre les forces britanniques et fourni des renseignements au Moyen-Orient en représailles à l'attaque britannique contre Briansk. Je n'ai aucune difficulté à imaginer cela. Après 4 ans durant lesquels le Royaume-Uni a pris la tête pour tenter d'affaiblir la Russie en tuant essentiellement des Russes, cela semble, eh bien, plausible. Mais cela soulève la question de savoir si cela pourrait à nouveau entraîner les Européens au Moyen-Orient. Parce que s'ils se retrouvent impliqués, je suppose que les Russes renforceraient également leur soutien à l'Iran. Alors, comment voyez-vous la possibilité que cela s'étende? Car cela nous ramène au point principal. Tout le monde est affecté par la guerre en Iran. En général, on essaye de contenir un conflit. On ne veut pas qu'il se régionalise ou se mondialise. Mais celui-ci a toujours été destiné à devenir un conflit mondial. Si l'Iran fait face à une menace existentielle, il réagira d'une manière qui affectera l'économie mondiale pour se venger des Américains. Et désormais, tout le monde y a un intérêt. Donc c'est juste, oui, ce n'est pas le genre de guerre qu'on veut mener. Comment voyez-vous la possibilité que les Européens soient entraînés dans ce bourbier? Je pense que les Russes vont rendre cela extrêmement difficile pour les Européens. Vous savez, les Russes ont été très patients. Ils ont été très prudents pour ne pas commettre l'erreur de fournir le moindre prétexte aux Européens pour invoquer l'article 5, pour s'unir, pour franchir le seuil d'une guerre collective entre l'Europe et l'Occident réunis. Et je pense qu'ils savent qu'il ne faut pas le faire, car ce serait une erreur fatale pour la Russie. Non pas parce qu'ils perdraient cette guerre, mais parce qu'elle deviendrait infiniment plus destructrice. Peut-être que les Européens ne pourraient pas l'emporter sur la Russie, mais ensemble, ils pourraient causer énormément de dégâts. Ce serait donc destructeur pour tout le monde. Vous savez, les Allemands ont commis une erreur pendant la Première Guerre mondiale, lorsque, à un moment donné, le Kaiser Guillaume II, non, pas le Kaiser Guillaume, j'oublie le nom du général, mais vous savez, ils ont déclaré la guerre sous-marine à outrance. Et ensuite, ils ont commencé à couler des navires américains dont ils savaient qu'ils transportaient des provisions pour les puissances alliées. Donc, d'un point de vue militaire, les Allemands étaient en quelque sorte justifiés de faire cela. Mais cela a créé le prétexte pour les Européens d'entraîner les Américains dans la guerre. Et je pense que, parmi tous les peuples, les Russes ont été très attentifs
à étudier leur histoire. Of all people, Russians have Ainsi, very carefully même s'il pourrait être studied militairement justifié de frapper, disons, des cibles britanniques, comme, je ne sais pas, des installations de production où sont fabriqués les missiles Storm Shadow, I don't know, production facilities where Storm Shadow missiles are being built. They will still not do this. But, you know, ils ne le feront toujours pas. if Mais I vous imagine savez, that I was in si j'imagine que je fais partie d'une hiérarchie russe de commandement et de contrôle, je pense que si l'on voulait riposter, on pourrait tirer parti de la nouvelle situation au Moyen-Orient. Trump a fait pression sur les Français et les Britanniques pour qu'ils envoient leurs marines dans la région et tentent de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Donc, si des navires de guerre français et britanniques se trouvent à portée des missiles iraniens, une manière astucieuse de riposter serait d'aider les Iraniens à couler ces navires français et britanniques. Et je pense que nous pourrions voir cela car ça aurait plusieurs effets. That would do a few things, you know. It would destabilize Cela déstabiliserait les gouvernements français et britanniques. Cela susciterait une révolte contre la guerre, cela les affaiblirait militairement. Et d'une certaine manière, vous savez, je me demande si ce n'est pas aussi une partie de l'agenda de Trump. Parce qu'il dit déjà, eh bien vous savez, si vous ne voulez pas nous aider, je ne vois pas à quoi sert l'OTAN. On voit donc déjà Trump profiter de cette situation pour dire, très bien, peut-être que nous en avons fini avec l'OTAN. Peut-être que l'OTAN n'a plus de sens. C'est donc l'étape suivante, vous savez, la prochaine charge pour faire exploser cette alliance, ce que Trump voulait faire depuis longtemps, mais ne pouvait pas, parce qu'il faisait face à trop d'opposition dans son propre pays. Mais maintenant, avec cette nouvelle situation, il peut dire à son public chez lui que nos alliés européens sont complètement inutiles. Ils nous ont laissés totalement seuls pour affronter l'Iran. Donc cette alliance, il n'y a plus aucune raison de la maintenir. Je pense que les Français et les Britanniques pourraient se prendre un coup dans la mer d'Arabie, le Golfe Persique, ou même, qui sait, en Méditerranée orientale. Ça fera partie du délitement de toute cette situation. Je pense que l'OTAN va partir à volo, l'Union européenne probablement avec, et de manière très laide et perturbatrice, peut-être dans le cadre de la transition d'un système occidental, centré sur le colonialisme, vers une architecture mondiale multipolaire. Oui, c'est possible. Eh bien, tout cela aurait semblé relever de la science-fiction il y a seulement 4 ou 5 ans. Mais maintenant, c'est presque la science-fiction d'imaginer que le statu quo puisse perdurer. Donc, quoi qu'il arrive après cela, je ne pense pas qu'il soit possible de revenir à la situation d'avant. Comme toujours, merci d'avoir pris le temps. Merci Glenn. Toujours un plaisir de vous rejoindre. Salutations à votre public et à la prochaine. Till the next time.